Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello les Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Moonpreneur où je reçois Philippe Chapeau qui est le fondateur du podcast et Radio House, du Pod, du Paris Radio Show, anciennement le Salon de la Radio, de Red Tech, mais aussi du Podcast Magazine auquel j'ai la chance de contribuer. Vous verrez, cet épisode est vraiment très très riche en conseils, en mauvaises et bonnes surprises, en rebondissements. Je vous laisse l'écouter, Philippe en parle beaucoup mieux que moi. Bonne écoute. Quand on est un entrepreneur, avant j'étais dos au mur, parce que tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu démarres ta boîte, quand tu as une boîte, tu ne peux pas l'arrêter comme ça. Pour arrêter une boîte en France proprement, ça m'a pris 3 ans. Ça m'a coûté très cher. Par contre, j'ai pas déposé de bilan. Je voulais pas déposer de bilan. Donc quand tu as une boîte, aujourd'hui, si je veux arrêter Éditions HF, ça va me mettre au moins 2 ou 3 ans. Si je veux pas faire avec perte et fracas. En fait, t'es dos au mur. Là, ce qui s'est passé pendant le confinement et pendant cette période-là, c'est que j'étais plus dos au mur, j'avais un trou derrière le dos. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est d'alterner entre être dos au mur et dos à un trou. Et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de vent. Et là, le vent est allé plutôt dans le bon sens. Voilà. Hello Philippe, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat et notamment ton amour pour la radio, le podcast et tout ce qui est en lien avec l'audio. Salut Alexandre, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Alors, je commence ma petite question habituelle. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, du coup, avec l'entrepreneuriat et notamment avec la radio et le podcast? Comment c'est arrivé dans ta vie? Alors, à l'origine, moi, je suis pas du tout dans le secteur du podcast, ou de la radio. Mon père l'était lui. Alors, il était pas dans la radio et dans le podcast, il était dans l'audiovisuel. Il a fondé un magazine qui s'appelait La Lettre de l'audiovisuel en 1978 et puis, je l'ai toujours vu, avec, des magazines, à corriger des textes, à écrire des textes, et puis il était à Paris, 5 jours par semaine. Nous, je note qu'on est basé en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, donc on n'est pas du tout parisien, même si je suis né à Paris et que j'ai passé mes 8 premières années à Paris et en fait, je suis parti très vite à l'âge de 16 ans, pour, le sport puisque mon premier métier, c'est prof de tennis. Mais je suis resté toujours en lien avec mon père, et ses publications et puis un jour en 1997, il a l'idée de lancer, le guide professionnel de la radio, qui était un guide qui rassemblait tous les acteurs de la radio, et il savait pas forcément faire de la maquette, moi non plus. Je lui ai dit: «Écoute», je revenais de Suède, où j'étais coach et puis, je lui ai dit: «Si tu veux, je te fais la maquette de ton premier guide de la radio» et donc j'ai fait la maquette du guide de la radio sur Quark Express à l'époque que j'ai appris sur le sur le tas et c'était mes premiers, voilà, mon premier rapport à la radio, c'était de récupérer tous les fichiers de toutes les radios en France qui étaient fournis à l'époque par le CSA et puis de les rassembler, de les agencer, de maqueter, et de créer le premier guide professionnel de la radio qui a duré, jusqu'en 2012
Et je suis reparti moi, dans ma Suède profonde, pour de continuer, le coaching de tennis. Et en 2000, j'ai décidé d'arrêter, pour différentes raisons. Ça, on pourra en reparler dans un autre podcast si tu veux. Mais je suis rentré pour créer une société, qui était une SARL avec mon père en 2000, on va dire début 2001. Et on a créé Édition HF qui existe toujours et qui aujourd'hui édite, des magazines, des sites web et organise des événements pour, fédérer et essayer de mettre en avant les métiers de la radio, de l'audio digital et maintenant du podcast. OK, super. Ben, en fait, je veux bien quand même que tu reviennes un tout petit peu sur, enfin, si tu veux bien, sur le pourquoi tu as arrêté, donc le sport, le tennis et ce milieu-là? En fait, je suis parti de chez moi, assez tôt, hein, puisque j'avais 16 ans quand je suis parti de chez moi. Pas parce que je m'entendais pas avec mes parents, au contraire, ça se passait très bien, mais ma mère, qui a toujours été une globe-trotteuse, m'a dit: «Écoute, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?» J'ai dit: «Moi, je veux faire du basket». Elle m'a dit: «Beh, tu feras du tennis». Et alors je jouais un peu au tennis, mais pas beaucoup, hein, et elle m'a envoyé en sport-études, à Gruissan, à côté de Narbonne, où j'ai fait ma première. Ensuite, j'ai fait ma terminale au Cap d'Agde, chez Pierre Barthès, et puis je suis devenu entraîneur de tennis. Et ce qui fait que de l'âge de 16 ans jusqu'à, je suis né en 71, donc de 16 ans jusqu'aux années 2000, je rentrais 1-2 fois par an, quoi, parce que j'ai vadrouillé vraiment dans tous les pays. J'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé, en Irlande, aux États-Unis pendant 1 an. Enfin, j'ai vraiment vadrouillé beaucoup pour le tennis. Et puis, je connaissais pas vraiment, beaucoup mes parents et surtout mon père qui était plus âgé que ma mère de 18 ans. Donc j'ai senti, qu'il y avait ce besoin. Et puis, ça faisait 6 ans que j'étais en Suède, très intéressé par l'audiovisuel parce que j'ai acheté mon premier Mac, G4, en 1997 en Suède, avec ma première caméra DV, pour faire des vidéos. J'adorais l'audiovisuel déjà, mais plutôt le côté, image. Et donc je filmais les joueurs de tennis en train de faire des gestes, j'analysais les gestes, sur les caméras que j'avais sur les vidéos que je faisais. Donc j'étais vraiment déjà intéressé par, le côté audiovisuel, et puis mon père était dedans. Et la Suède m'a un peu, disons que, la vie en Suède est très agréable. Elle est très compliquée pour un Latin parce qu'on est vraiment à l'opposé, les Nordiques et les Latins. Ils ont une manière de vivre qui était pas forcément la mienne. Et j'adore la mentalité, j'adore le pays, j'adore le respect qu'ils ont de tout ce qui se passe, autour d'eux. Mais je sentais que je ne voulais pas y passer ma vie. Et le troisième élément qui a vraiment m'a fait décider de revenir en France et de continuer, dans le secteur, enfin, et de voir ce que j'allais faire en rentrant, parce que je t'avoue que je ne savais pas, hein, ce que je voulais faire, si ce n'est connaître un peu mieux, mon père et rentrer en France. Le troisième élément, c'est que je coachais un jeune, puisque c'était un club, un peu comme une ville comme Brive, 60 000 habitants, assez petite, mais c'était la capitale du tennis en Suède. Ça s'appelait, Växjö, et qui est à 5 heures de Stockholm, dans le sud de la Suède. Il y avait beaucoup de joueurs professionnels qui étaient là-bas. Et en général, ils sortaient sans arrêt des joueurs professionnels. Et il y avait un jeune que je suivais depuis, plusieurs années, depuis 4 ans à peu près, qui, commençait à faire ses tournois, satellites. Donc les tournois satellites, pour ceux qui connaissent pas, c'est les tournois où on gagne les premiers points ATP pour ensuite après faire des tournois comme Roland-Garros ou autres. Et donc on était quasiment en train de devenir, partenaire, et que je le coach pour, aller sur le tour. Ce qui aurait été, mon rêve, hein, de partir sur le tour, parce que ça faisait quand même 12 ans que j'enseignais le tennis. Et j'arrivais à un point où j'avais fait le tour de tout, et ce qui me restait, c'était à partir coach sur le tour. Et en fait, il a eu une rupture, du talon d'Achille, sur un entraînement, et carrière terminée. Donc à partir de là, ça fait beaucoup de choses. Et donc je me suis décidé à rentrer en France, et à repartir avec ma voiture, puisque j'étais parti en voiture. Je suis revenu en voiture, et ensuite à dire à mon père: «Bah, écoute, si tu veux, on peut faire des choses ensemble». Il avait toujours le guide de la radio qui existait. Donc on a, repris le guide de la radio. On avait que ça au début, et puis après on a développé le salon de la radio en 2003.
On a commencé à faire des podcasts en 2006. Donc tu vois, c'était déjà à l'époque du podcast en 2006 où en fait on prenait les conférences qu'on organisait en plein cœur du salon. On était un des premiers à organiser les conférences. Avant, les gens organisaient les conférences dans des salles fermées à côté des salons. On était les premiers à mettre le, les conférences au milieu du salon et on les enregistrait et on les mettait à dispo avec un flux RSS en podcast. Et si tu m'arrêtes pas, je continue comme ça pendant 2 heures, hein. Ah mais je veux que tu continues. Donc vas-y, je te laisse continuer. Donc, après ce qu'on a fait en 2003, donc on a créé le salon de la radio, ça s'appelait Le Radio, le rendez-vous annuel des décideurs indépendants des ondes. RADIO, tu vois? On a trouvé, des choses très intéressantes et puis édition HF parce que HF, pas pour la HF, radio, mais ou le sans fil, mais HF pour haut de forme puisque mon nom s'appelle, je m'appelle Chapeau, Philippe Chapeau et donc on a trouvé un petit truc, on a lancé édition HF qui est une société pas très connue. Ce qui est plus connu maintenant, c'est la Lettre Pro de la radio, qui existe depuis maintenant plus de 10 ans. On en est à notre 10e magazine et puis 12 ans sur le site web. Et puis le salon qui existe lui depuis 2003, donc qui a bientôt 20 ans, qui est passé par des hauts et des bas. Au début, on était avec Reed Exposition France, qui était une grande société dans l'organisation d'événements, et on a été hébergé dans un salon qui s'appelait le Ciel. C'était le rendez-vous des décideurs de la nuit. Il y avait déjà Radio FG qui était en bas, dans un hall. Il y avait toute la partie audio, qui était très importante parce que, c'était un salon de l'événementiel, donc il y avait tous les exposants qui faisaient des casques, des micros et on a créé, nous, un petit espace radio à l'intérieur de ce salon. On organisait beaucoup de conférences, et on était payé pour ça d'ailleurs et puis on avait un pourcentage sur les mètres carrés qu'on arrivait à vendre sur nos exposants qui étaient vraiment liés à la radio et on a développé notre petit salon comme ça, année après année. Il y en avait un autre qui existait mais voilà, il a pas tenu face à notre manière de faire et en 2010, 2009, on nous oblige à fusionner avec le Satis qui est un salon de la vidéo vraiment très orienté vidéo et film et donc et là ça a clashé parce que, ça colle pas du tout. Les univers de la radio sont pas les mêmes personnes que l'univers de la télé ou de la vidéo, et donc mes exposants, je les ai réunis, je leur ai dit: «Qu'est-ce que vous voulez faire?» Ils ont dit: «Non, il faut refaire un salon dédié à la radio sans autres, acteurs». On a donc créé, d'abord au Tapis Rouge, dans le 10e à Paris, le 1er salon de la radio. On a changé le nom et on a appelé ça le salon de la radio et puis on a redémarré de 0 puisque, le 1er salon qu'on a refait alors qu'avant avec Reed Exposition, il y avait des stands qui faisaient 50 carrés, il y avait vraiment des gros stands sur la fin. Là, on est reparti sur un séminaire avec des petites tables, avec une cinquantaine d'exposants qui nous ont suivis, beaucoup de conférences, beaucoup de contenu, sur 4 étages dans ce lieu assez atypique, qui ressemble un peu à un bordel, un ancien bordel parisien. Et ça a été le 1er salon de la radio qui a été un succès et ensuite on a, changé de lieu puisque, on s'est un peu fait avoir par le propriétaire du Tapis Rouge qui nous a bien arnaqués et ensuite on est parti, au Centre Étoile Saint-Honoré, rue Balzac à côté des Champs-Élysées, un lieu très sympa où on est resté 4 ans. C'est devenu trop petit et après, on s'est dit: «Soit on part sur un lieu un peu plus grand, soit on part sur un très, très grand lieu» et là, on essaye, au début, ça fera grand et puis après et c'est ce qui s'est passé. On est passé à la Grande Halle de la Villette, où on a pris l'espace Charlie Parker qui est, la partie, de derrière de la Grande Halle de la Villette. Il y a 3 parties, en fait, dans la Grande Halle de la Villette. Nous, on a pris le 1/3 de la Grande Halle de la Villette et on a créé, on a continué le salon de la radio, là-bas et on a fini par, en 2020, faire en sorte que ce soit trop petit. C'est-à-dire qu'il y avait plus de place en 2020. Heu et donc 2021, partait, à fond pour qu'on développe à l'international. On allait prendre 2/3 en fait, au lieu de prendre 1/3, on voulait prendre les 2 autres tiers et laisser le dernier tiers, libre, parce qu'il y avait en plus, il y a une belle salle dessous là sous la grande halle de la Villette qui est sympa et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, le covid est arrivé C'est ça. Mince. et voilà. Donc mais on a eu la chance de terminer le salon de la radio 2020, qui était quand même fin janvier.
Le covid, Mmh. d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui ont chopé le covid, au salon. Sur place. Mais février, bah, tout est retombé et là, ça a été la cata. Quand on a une entreprise qui, à 70 de son chiffre d'affaires vient de l'événementiel, alors que c'était des publications auparavant et bien, d'un seul coup, on se retrouve, un peu dans la mouise. On a eu la chance d'avoir des aides, mais les aides, c'est être picousé, et derrière avoir à rembourser. Donc maintenant, on commence à payer les pots cassés de cette période-là, du PGE, de tout ce qu'on peut, imaginer en tant que chef d'entreprise. Et surtout, on s'est fait en plus, bien allumer par la Grande Halle de la Villette puisque, on avait signé un devis, en fait en mars. La Grande Halle de la Villette, ne voit pas le covid, continuer et donc fait signer tous ses clients un devis en disant, «Si vous signez pas, il y a d'autres demandes, justement, le covid va s'arrêter, donc tout le monde veut repartir en janvier, il faut vite que vous signiez». Donc je signe le devis, puisque moi, j'étais sûr que ça allait s'arrêter, que ça allait durer un tout petit peu et puis après que ça redémarrait pas. Et en fait, ça a duré, ça a duré, ça a duré et étant donné que j'avais signé le devis, alors que rien ne pouvait s'organiser, rien ne pouvait se passer, ils m'ont fait une saisie administrative le 20 décembre 2019. Non, le 20 décembre 2020, pardon. Le 20 décembre 2020, donc alors qu'on était en plein confinement et que, rien ne pouvait se passer en janvier, que ça a été repoussé, qu'il y avait rien organisé, ils m'ont fait une saisie administrative sur mon compte, avant Noël et avant bien sûr de faire les salaires, de la société. Donc j'ai fait, ce que je pouvais, sauf que la Grande Halle de la Villette, c'est l'État et que l'État a le droit de faire, ce qu'elle veut ce qu'il veut, dans la mesure où tu as un devis de signé. Donc je leur ai dit: «Est-ce que vous pouvez éventuellement, voilà, reprendre cet argent pour, en 2022 quand on repartira à la Grande Halle de Villette?» Que nenni, que nenni, ils ont pris l'argent et ils ont dit: «Non, vous avez signé, vous avez signé». Donc ça, c'est les aléas de l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que c'est une aventure qui était vraiment, magnifique jusqu'en 2020 et tout s'est un peu écroulé, hein, avec le covid. Ouais, et tu vas nous expliquer après comment vous avez rebondi. Bon, du coup, tu m'as un peu devancée sur ma question de challenge, mais Je c'est t'ai dit pas qu'il faut grave, au m'arrêter, si tu contraire. m'arrêtes pas, moi je vais tout dire, donc C'est ça, c'est de ma faute. Donc c'est pas grave. Au contraire, ça me permet de rebondir sur, ben, qu'est-ce qui s'est passé, après cette saisie et qu'est-ce que tu as, décidé de mettre en place et de créer? Bah, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que j'avais pas, alors c'était dur et en même temps, quand tu as 70 de ton chiffre d'affaires qui est lié à l'événementiel, tu as en général, 60 de frais qui sont liés à cet événementiel aussi. Donc en fait, ça ne Oui, correspond tu ne au total, tu ne perds que 10 ou 20 on va dire, réellement, sur, la totalité. Donc en fait, le chiffre d'affaires a chuté. On n'a plus du tout eu d'événementiel, mais on n'a plus eu les coûts liés à cet événementiel, sauf qu'on avait quand même tout préparé pour 2021. C'est-à-dire qu'on avait fait tout le design, tout le graphisme, donc il y avait quand même des investissements qui avaient été faits, une nouvelle plateforme pour se connecter et pour s'inscrire, avec un développement assez lourd. Donc tout ça a été, pas perdu, mais a été, gelé et surtout, plus rien pendant plusieurs années. Donc ce qu'on doit dire quand même, c'est que le reste de l'activité est resté. C'est-à-dire qu'on a continué à avoir notre site web, La Lettre Pro de la radio, on a continué à faire notre magazine, La Lettre Pro de la radio avec les abonnés, on a continué à avoir de la publicité, qui rentrait, par ce biais-là et heureusement et puis on s'est tourné vers de l'événementiel en ligne. Donc on a créé, la Radio Week, la Virtual Radio Week. Ensuite, on a eu la chance que l'UNESCO vienne nous voir et nous permette de créer aussi une Remote Radio Week spécifique pour toutes les radios, du monde entier en 4 langues. On a fait en arabe, en espagnol, en français et en anglais. Pendant 5 jours, on a fait 8 heures de direct par jour et là, il y a eu voilà une belle manne financière parce que, il y avait pas à aller chercher les sponsors. C'était l'UNESCO qui finançait par le biais de l'OMS en plus, OK. qui voulait en fait contacter les radios, et les sensibiliser sur, comment faire de la radio à distance. Donc on a pu travailler quand même, énormément grâce à la fibre optique, qu'on a ici à la Radio House, puisque ici, en fait, juste avant le confinement, j'en ai pas parlé, mais juste avant le confinement, heu
J'avais créé, en 2013, j'avais créé en fait un lieu qui s'appelait le 400, qui était un espace de coworking, en pleine Cambrousse, à côté de Brive-la-Gaillarde, à Saint-Viance, dans une ville de 3 000 habitants, où il y avait 15 entreprises qui cohabitaient et qui coworkaient. C'était à l'époque, très très innovant parce que, il y avait, à Paris, il y avait les 1res cantines coworking qui se lançaient, et nous, on en a lancé une en Corrèze. Et on a arrêté ça donc en 2019 parce que je voulais, me reconcentrer sur mon activité radio et audio, et ça s et étant donné que le salon s'était super bien passé, je me suis dit: «C'est bon, j'achète des locaux et je me concentre que sur, la partie radio, audio digital». Le podcast, venait, d'arriver en 2019 avec le pod. On a créé le pod en 2019, donc tout allait dans le bon sens, et donc j'achète un local, qui s'appelle la Radio House, 200 mètres carrés, où j'installe des studios, j'installe, des cabines, d'enregistrement dans laquelle je suis actuellement, hem et avec un investissement assez lourd, et bah, patatras, Covid arrive, c'est-à-dire qu'on finit les travaux, tout est prêt, le Covid, nous tombe dessus. On a eu donc 2 ans, à ne pas, faire grand-chose dans ces locaux, même si, moi j'y étais quand même tout le temps, et qu'on n'avait pas un arrêt, vraiment, complet, et qu'on a pu organiser aussi dans ces locaux nos événements virtuels. Mais au début, on n'avait pas la fibre optique, donc c'était très compliqué. Donc là, maintenant, on est dans des locaux, vraiment, assez agréables pour travailler, en plein cœur du centre-ville de Brive-la-Gaillarde, avec la fibre optique, et ce qu'on a fait pour pouvoir, se sortir de cette situation-là, c'est d'essayer de continuer à organiser des événements en ligne. Sauf que les événements en ligne commençaient à gonfler tout le monde, que, le retour sur investissement des événements en ligne est catastrophique pour les partenaires, et que tout le monde commençait à en avoir marre. Donc il a fallu aussi, se réinventer. Donc moi, je suis un peu quelqu'un je suis un peu fou par nature, puisque j'ai toujours besoin de challenge, j'ai toujours besoin d'avoir un nouveau projet, et surtout de pas forcément faire 2 fois la même chose. On avait le pod, et puis le pod, on avait un problème de diffusion du pod, parce que le pod, c'était un petit magazine qu'on a lancé donc en 2019. On avait créé aussi un espace au salon de la radio avec les podcasteurs. En 2020, on avait créé le Pod Village, puisqu'on avait le pod, où on a réuni tous les podcasteurs. On a fait un super village très sympa pour, se rencontrer. Mais le pod était envoyé sur une trentaine de lieux en France gratuitement. C'était financé par la publicité. C'était un petit format avec 60-80 pages, format A6, donc comme la poche d'un jean. Et en fait, le modèle était un peu complexe, parce que, on est aussi tombé en plein Covid, donc la presse, c'était compliqué. On ne pouvait plus envoyer dans les lieux, les magazines, puisque les lieux étaient fermés. Mmh. On a quand même continué à sortir des petits magazines, tant bien que mal. On a étalé un peu plus les délais entre 2 magazines, et puis on s'est dit: «Il faut essayer de partir sur quelque chose de plus conséquent», parce que le podcast était en train de prendre une place importante. On pensait qu'il y avait la place pour un magazine, que c'était peut-être un peu tôt, mais qu'il fallait prendre la place, et qu'il y avait aussi une autre chose qui m'intéressait, très fortement. C'est que dans mon métier depuis 97, en fait, je suis très curieux, moi. Je m'intéresse à beaucoup de choses, et dès que je suis avec quelqu'un qui me parle de quelque chose, ben, je m'intéresse à 100 à ça, et je suis, passionné dans ce sens-là. Je suis pas passionné de certaines choses, je suis passionné du moment que je passe avec les gens, où ils m'expliquent des choses, et donc je peux changer, d'activité du jour au lendemain. Si demain tu me dis, «Tu vas faire, du tricot, en Bretagne», je pourrais changer du jour au lendemain sans aucun problème, parce que voilà, je suis à fond au moment et là où je suis. Donc j'ai perdu le fil, pourquoi je disais ça, mais Ben, la réorientation du pod finalement. Je crois que la c'était réorientation du pod, en fait, voilà, c'était le fait de dire: «J'ai besoin de me lancer des challenges». Oui, voilà, donc je suis quelqu'un de passionné, mais j'ai besoin de me lancer des challenges, et de pas faire 2 fois la même chose, et là, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire. Donc on a, fait évoluer le pod vers, Podcast Magazine, en sachant que c'était peut-être, voilà, encore une fois, un tout petit peu tôt, parce qu'on sentait que l'industrie était en train de se structurer. La mesure d'audience arrivait. Quand dans un marché, une mesure d'audience arrive, ça veut dire qu'elle est en train de se structurer, donc
qu'il va y avoir, du business qui va se faire autour. Et on sentait un syndicat qui est en train de se monter et de plus en plus d'acteurs qui étaient là. Et moi, mon métier, donc, comme je disais, mon métier, c'est d'être en veille et de faire en sorte que grâce à la veille que je fais sur ce secteur de la radio, de l'audio digital et du podcast, je puisse arriver, dans les événements que j'organise et dans les publications que je publie, à donner une vision, un peu avant-gardiste de ce qui va se passer, dans, le secteur dans lequel je suis et qu'on pose les bonnes questions et qu'on essaye de faire avancer comme on le peut avec nos petits moyens, le schmilblick, pour, tous les professionnels qui gravitent autour de ces univers-là, qui sont pas nombreux, hein. Dans le milieu de la radio, il y a peut-être 16 000 professionnels en France, qui gravitent autour de ça. En podcast, par contre, là, je pense que ça explose un peu les chiffres parce que tout le monde aujourd'hui est capable de se lancer dans le podcast et de faire un podcast, du jour au lendemain. Et il y a plein de secteurs d'activité moi que je découvre aujourd'hui et que je ne connaissais pas parce que dans le milieu de la radio, c'est assez fermé, hein, le secteur de la radio. Et on parle que de certaines choses à la radio, on parle pas de tout, on parle pas des niches. Là, on est dans des formats plus de niche et donc ça ouvrait vraiment un potentiel vers le grand public aussi. Alors que jusqu'à maintenant, nos publications et nos événements étaient dédiés au B2B, ce qu'on appelle de professionnel à professionnel. Or là, Podcast Magazine, on sentait qu'il y avait un côté un peu B2C, B2C, B2B2C en fait. Et ça m'intéressait aussi pour ça. On avait déjà eu une expérience en 2008 avec Télérama. On avait publié le dernier guide de la radio Télérama, avec eux, on avait coédité et on avait fait un petit format A6 et c'était le premier magazine grand public, dédié aux auditeurs qui avaient envie de connaître les fréquences des radios et en savoir plus sur les radios. Et donc on avait édité ce petit magazine en 2008 et c'était notre première expérience avec, le grand public, sauf que c'était Télérama qui distribuait. Donc si tu veux pardon. Donc si tu veux, on n'avait pas, on n'a pas eu la notion de la distribution. Ce qui est le nerf de la guerre, quand on veut faire un produit grand public, c'est comment on le distribue. Et donc là, on s'est lancé dans Podcast Magazine, sans vraiment savoir non plus, en se renseignant comment fonctionnent, les kiosques, comment fonctionne tout ça et en se disant: «On va partir en kiosque et ça va se lancer comme ça». Sauf que encore une fois, il y a des des choses qui se sont passées qui font que c'est pas si simple. Donc on s'est dit: «On va faire un financement participatif», donc le papier a augmenté, la crise arrive, la guerre, la complexité, de lancer un support et donc on part pas en kiosque parce qu'on n'a pas les finances suffisamment importantes pour partir en kiosque, et on s'adapte pour essayer maintenant de faire en sorte que ce magazine dure le plus longtemps possible, avec les moyens du bord comme on dit, puisqu'on avait quand même mis, tout ce qu'il fallait pour que ça réussisse. Donc c'est pas un échec, ça marche, mais on s'attendait à ce que ça explose, complètement. Or ça a pas explosé. Le financement participatif, on a réussi à passer le premier palier, mais on l'avait mis très bas volontairement parce qu'on s'est dit, comme ça, si ça explose, ben, on fera un gros, et puis en fait, on est même pas arrivé au deuxième palier. Heu Peut-être voilà, parce qu'on a fait des erreurs, mais peut-être surtout parce qu'on est arrivé trop tôt et au mauvais moment et en général, si tu as une bonne idée, mais que tu arrives, au mauvais moment, c'est compliqué. Donc là, c'est compliqué. On est dans une période où j'ai passé, je pense, les pires 4 mois de ma vie, depuis juin, depuis donc, le salon de la radio qu'on a organisé avec la fête de la radio, qu'on nous a confié, que l'Arcom nous a confié, pour la promouvoir, les assises de la radio et puis RedTech Summit qui est un autre événement avec une autre société que je fais, au niveau international. J'ai passé les 4 pires mois de ma vie, d'une part parce que professionnellement on s'est cassé la gueule sur le salon. Les visiteurs n'ont rien vu et les exposants étaient tous contents, donc tout le monde était content. Sauf qu'en tant qu'entrepreneur, quand tu fais quelque chose et que tu perds 25 000 € sur un événement, ben là, ça pose problème parce qu'autant si tu fais pas de marge, c'est pas grave. Par contre, si tu perds 25 000 € sur un événement, derrière, ça a des conséquences directes, surtout quand tu dois quand tu dois payer le PGE et quand tu dois payer, les crédits, que tu as, pour la Radio House et pour tout ce qu'on a fait. Donc en fait, on s'est retrouvé dans une situation, on va dire,
assez graves, de trésorerie, pas catastrophiques mais graves. Et ça tombe toujours au meilleur moment où tu as personnellement des problèmes, et où, ma mère tombe malade ce qui enchaîne énormément de choses, ce qui fait qu'on se retrouve, après à être, très, très down, alors que pendant les 50 premières années de ma vie, j'ai jamais eu de galère. Il en fallait bien une qui dure, bien longtemps, et comment on se sort de ça? Je vais te dire, hem on s'en sort pas, d'abord, parce qu'on est complètement enfermé sur soi-même. Ce qui est de pire là-dedans, c'est que tu embarques tout le monde avec toi, et que quand tu es down, bah, tous les gens autour de toi sont down. Quand tu parles négativement, donc ça entraîne du négatif. Donc j'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit: «Philippe, qu'est-ce qui se passe? Tu déposes le bilan?» Non, je dépose pas le bilan, j'ai des problèmes de trésorerie. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont baladées dans l'univers de la radio, parce que ça va très vite, on se connaît tous. Et on sort de ça en ayant, bah, d'abord avec le temps, parce il faut laisser mûrir les choses. Il faut passer par des états, assez seconds et puis ensuite, je pense, la capacité à se dire, prendre un peu de recul, même si c'est très, très difficile. Donc et en septembre, j'ai un exposant qui m'a proposé, une idée, assez géniale que j'ai mis en place pour, sauver mon entreprise, et les gens qui travaillaient avec moi. Donc j'ai dû quand même me séparer de 4-5 personnes avec qui je travaillais parce que je pouvais plus les payer. Et ce qu'on a fait, c'est que, j'ai, avec, l'industrie de la radio et des acteurs qui m'ont fait confiance depuis 20 ans, je suis allé les voir, c'est vraiment un exposant qui m'a donné cette idée-là, en leur disant: «On crée un club et au lieu de me donner de l'argent quand je fais des événements, en fait, on prend un montant global sur l'année 2023 et et en fait, on l'étale en 12 mois». Et ça m'a permis de sortir d'une situation catastrophique et de trouver ça et c'est marrant parce que tu vois, j'ai trouvé ça, enfin, on m'a donné cette idée sur un salon. Il y a un gros salon à Amsterdam qui s'appelle l'IBC, l'International Broadcasting, Center, qui est vraiment le plus gros salon, un des plus gros salons au monde avec le NAB et le CES, mais qui est vraiment dédié aux broadcasters, c'est-à-dire les télés, les radios, les opérateurs de satellites, et moi j'y allais tous les ans et c'est sur ce salon-là, alors que j'étais, encore très, très down, qu'on m'a glissé cette idée. Donc en fait, je pense que quand on est down comme ça, il faut bouger. Et là, heureusement que les salons sont re on c'était vraiment le moment où les salons commençaient à reprendre. Heureusement que ça a repris et heureusement que c'est par le biais des rencontres, en fait, que tu arrives à régénérer des idées, de l'énergie et à te dire: «Tiens, mais c'est peut-être la solution» et là, en l'occurrence, ça a été la solution, qui est apparue simplement avec une discussion sur un stand. C'est hyper, intéressant. J'étais pas au courant de tout ça. Tu m'avais déjà dit un petit peu en Personne off l'est, que hein, tu c'était, la seule. vraiment, et ben, du coup, tout le monde, enfin, tous nos auditeurs seront au courant après la sortie de l'épisode. Merci en tout cas de ta transparence, c'est, enfin, aussi important, je trouve, et dans le podcast, c'est pour ça que je pose aussi toujours ces questions-là. Bon, là, j'ai pas eu besoin de te poser la question, mais j'ai Mais je t'ai l'impression dit, de si servir tu à rien. m'arrêtes pas, moi je te je te déroule, hein. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que, bah, tout peut être rose et du jour au lendemain, bah, il peut y avoir un événement qui peut, faire qu'on est obligé, bah, comme tu l'as dit, de se réinventer, de trouver des solutions. Et encore une fois, on le met aussi beaucoup en avant dans le podcast, c'est, les rencontres font beaucoup, et là, tu viens de nous le dire, hein, une rencontre t'a donné une idée qui te permet de, ben, ne pas déposer le bilan et faire continuer à vivre tes différents projets. Pour la suite, qu'est-ce qui est prévu du coup? Est-ce que tu as, pour, 2023 du coup, des idées? Est-ce que, tu sais, à peu près vers où tu vas? Est-ce que tu as une petite roadmap? Comment ça va se passer? Mmh. En fait, ce qu'on a fait, donc après cette rencontre, je me suis posé et puis j'ai planifié en fait tout 2023, fin septembre, avec, des décisions que j'ai prises, en disant: ben voilà, le salon de la radio, on le fera pas en 2023, on fera, janvier 2024 parce qu'il faut me laisser respirer, financièrement et aussi, humainement».
Et en plus, j'avais eu des retours en disant que juin, c'était pas forcément la meilleure période Mmh. pour les radios, on est en plein été, qu'il y a les opérations extérieures avec les concerts, les trucs, il y a d'autres événements qui se passent, donc c'est pas idéal. Et c'est vrai que la seule fois où on avait changé la date du salon de la radio, c'était, pour le Satis. Avec le Satis, on avait changé de janvier à novembre et ça avait été une catastrophe aussi. Donc en fait, j'avais pris ce risque-là parce que ça se coordonnait avec la fête de la radio, qu'il y avait une vraie synergie entre les événements, salon de la radio, fête de la radio, assise de la radio, et en plus on a organisé le premier Red Tech Summit qui était un summit, c'est une réunion de grands professionnels. On a fait venir 30 patrons de radio et directeurs techniques de radio du monde entier, d'Inde, d'Asie, d'Afrique du Sud, d'Amérique, à Paris. Personne ne l'a vu parce que c'était dans une petite salle cachée. Pendant 2 jours, ils étaient en brainstorming, en think tank sur, qu'est-ce qui va se passer dans le milieu de la radio, de l'audio digital et du podcast dans le futur. Et ça s'est organisé en même temps. Donc en fait, cette synchronicité d'événements, pour moi, était, une opportunité à saisir. Et en fait, on se rend compte que 1 + 1 malheureusement ne fait jamais 2 et que 1 + 1 + 1 + 1 font encore moins, 4. Et c'est parce que tout est chronophage et tout s'embrique. Alors encore une fois, hein, personne ne l'a vu. Ça s'est très bien passé, on a eu plus de 4 000 visiteurs au salon de la radio. On a eu, tout le monde est venu au Red Tech Summit. Les assises de la radio sont très bien passées, à part quelques couacs techniques, mais ça, on est obligé dans un événement d'avoir des couacs techniques, surtout dans un nouveau lieu, la scène musicale. Après, on n'avait pas mesuré les coûts de la scène musicale qui sont très, très chers, 13 000 € de sécurité, sur 2 jours, et puis, des choses et aussi des mauvais choix que j'ai fait, bien entendu, à faire des goodies alors que je savais que j'allais pas en vendre, à faire des choses qui auraient pu être évitées. Mais voilà, on apprend aussi, même après 20 ans d'expérience, on apprend toujours, toujours. Mais je pensais que l'industrie allait mieux réagir. On a eu 20 exposants en moins, donc c'était compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai replanifié le salon en 2024 et ensuite on est reparti sur un radio tour. Donc le radio tour, c'est des événements qu'on avait commencé à organiser en 2019-2020. On s'est fait un peu aussi, rattraper par le covid on en a fait 2 en virtuel, en 2020, mais ça a été compliqué après d'en refaire et puis on en a même décalé un en 2021. Donc on est reparti sur des radio tours qui avaient très bien marché en 2019 pour aller rencontrer les radios, associatives, les acteurs, aussi de l'audio digital et les radios régionales et les France Bleu, qui sont le service public, et les radios régionales, du service public, pour, essayer de travailler sur les enjeux, du média, en région. Et ça avait très, très bien marché dans 5 villes et donc on repart en avril sur un radio tour dans lequel j'ai intégré un podcast tour, la veille, où on va réunir les podcasteurs, comme on a fait au Paris Radio Show puisque, on a changé de nom, de salon de la radio à Paris Radio Show, en juin. Comme on a fait au Paris Radio Show, on avait fait ce qu'on appelle les meet-up avec des podcasteurs qui rencontraient les radios et les producteurs. Et bien là, en fait, on va réunir dans les radio tours en région, les communautés de podcasteurs qui se connaissent pas forcément tous entre eux, mais qui ont besoin de discuter et de parler. Et donc on commence par Lyon, on va faire, ensuite Nantes, Lille, Toulouse, Marseille et tout ça en 2023. On l'a planifié. Bien sûr, qui dit planification dit aussi, offre commerciale pour des partenaires, pour trouver des financements et pour intégrer ça en fait dans, les budgets du club, que j'allais proposer, à mes clients. Donc en fait, j'ai calculé tous les produits que je pouvais vendre avec la lettre de la radio, avec, Podcast Magazine, avec les Red Tech Summit, enfin voilà. J'ai mis à plat toutes les possibilités que les partenaires pouvaient avoir et j'ai planifié, j'ai fait mes tarifs, j'ai fait les éléments et j'ai dit: «Beh voilà, voilà à quoi va ressembler l'année 2023. Vous voulez quoi? Donc faites votre marché». Je vous incite à faire ci, à faire ça, à faire ça. Ils connaissaient déjà les radiotours, ils connaissaient la lettre, et donc on a réussi à faire en sorte d'avoir des budgets, alloués, à l'année et de faire en sorte qu'ils choisissent à la carte et que même si, ils choisissaient quelque chose qui n'allait pas se passer en 2023, eh bien on l'affectait à autre chose ou, on ferait des choses spécifiques pour eux, s'ils en avaient besoin. Donc OK. voilà, donc on a replanifié vraiment l'année 2023, et maintenant elle est figée et on sait
où on part et tout le monde là, depuis quelques jours, puisqu'on a redémarré, là, l'année, et ben, on est parti sur le nouveau modèle des éditions HF et du Paris Radio Show, et des activités qu'on fait. Après Podcast Magazine, c'est un peu à part parce que Podcast Magazine est une publication, qui a, voilà, son propre budget et qui, fonctionne un peu, en dehors, du secteur, de la radio et des événements que je fais, et puis il faut pas se le cacher, hein, le podcast aujourd'hui, c'est tout le monde a coupé tous les budgets, pub, dans l'industrie du podcast. Il y a eu beaucoup de charrettes, hein, dans des grandes entreprises du podcast mondiales. Il y a eu plus de des dizaines et des dizaines et des fois des centaines de personnes qui ont été virées, parce que, crise économique, parce que, voilà, donc ce qui fait qu'ils ont coupé les budgets, com et marketing et on s'est retrouvé, ben, voilà, à ne pas avoir de pub dans Podcast Magazine puisqu'on avait quand même une partie qui était prévue pour la publicité. On a eu un peu, bien sûr, de publicité, mais tous ceux qui avaient pris des campagnes dans le pod n'en prenaient plus. Mmh. OK. Et là, tu te retrouves avec, heu, un canard boiteux, dans ta planification, mais qui, de toute façon, moi, Podcast Magazine, c'est quelque chose en quel je crois. Aujourd'hui, je suis un peu, voilà, un peu seul à mener le projet avec le graphiste, avec Lucas, et les personnes qui travaillaient dessus maintenant ne travaillent plus dessus parce que je peux plus les payer. Mais faut arriver à tenir et on a autour de ça, dans Podcast Magazine, un truc qui est assez fantastique, c'est toute la communauté ce qu'on appelle les cerveaux, c'est-à-dire ceux qui rédigent dans Podcast Magazine et qui font partie de l'aventure. Qui donne de la force parce que, on échange beaucoup, parce qu'il y a un côté humain, que je retrouve, que je trouve aussi dans le secteur de la radio avec les acteurs de la radio et là, dans le podcast, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'entraide, de partage, même si j'aurais aimé que toutes les boîtes de prod commandent un exemplaire de Podcast Magazine et qu'il y en a eu qu'1 sur les 25 qui existent. Mais ça, tu vois, c'est dans le rêve, tu te dis, les mecs vont quand même commander un truc à 15 balles. Même pas. Donc tu te dis: «Bon, il y a des moments où tu te poses des questions». Tu dis: «Est-ce que vraiment, ça vaut le coup d'avoir fait tout cet effort pour ne pas avoir même la reconnaissance de l'industrie?» Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut du tout voir les choses. Moi, je vois les choses parce que je suis passionné, parce que j'aime faire ça. J'aime faire les interviews. Là, j'ai fait, Manu Payet, Fabien Olicard. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est pas ça. Moi, je cherche à savoir quelle est la place de l'audio dans la vie de chacun et en quoi le podcast natif apporte une valeur ajoutée. C'est ça qui m'anime quand je pense à Podcast Magazine et quand je me rends compte que l'audio est présent dans nos vies de plus en plus avec les enceintes connectées, avec les voitures connectées, on parle à son téléphone, et que le podcast apporte, une valeur ajoutée incroyable, et donc c'est ça qui m'anime et j'ai envie, de pouvoir donner des solutions à ceux qui ont envie de se lancer parce que c'est très compliqué de trouver sur internet, enfin on trouve de tout et de rien, et donc de rassembler tout ça dans Podcast Magazine et de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Encore une fois, Mmh. comme dans toute entreprise, la difficulté là, c'est de durer, et de faire en sorte on arrive à avoir 4, 5, numéros, et une fois qu'on aura 4, 5 numéros et qu'on sera sorti de cette crise, sans être vulgaire, de merde, et ben, à partir de là, je pense que, ça se passera bien. Mais c'est vrai que c'est un c'est un combat de tous les jours, pour, quand on est auto-entrepreneur et puis la dernière chose, après je te laisse poser ta question, mais la dernière chose, c'est que, quand on est un entrepreneur, avant j'étais dos au mur, parce que tu as pas le choix. C'est-à-dire que tu démarres ta boîte. Quand tu as une boîte, tu peux pas l'arrêter comme ça. Il y a une boîte que j'avais avant, dans mon tiers-lieu là que j'avais créé, que j'ai arrêté, une boîte de formation. Pour arrêter une boîte en France proprement, ça m'a pris 3 ans. Ça m'a coûté très cher. Par contre, j'ai pas déposé le bilan. Je voulais pas déposer le bilan. Heu, donc quand tu as une boîte, aujourd'hui, si je veux arrêter Éditions HF, ça va me mettre au moins 2 ou 3 ans si je veux pas, faire avec perte et fracas. Ah oui, je peux déposer le bilan du jour au lendemain et faire en sorte que tout s'arrête. Sauf que derrière, j'ai des crédits, personnels, donc en fait, quoi qu'il arrive,
ça me retombe dessus et avec perte et fracas. Donc en fait, tu es dos au mur. Là, ce qui s'est passé pendant le confinement et pendant cette période-là, c'est que j'étais plus dos au mur, j'avais un trou derrière le dos. C'est-à-dire que le mur a disparu et c'était plutôt une falaise derrière. C'est-à-dire que je reculais, je tombais. Donc en fait, c'est l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est, c'est d'alterner entre être dos au mur et dos à un trou et de faire en sorte qu'il y ait pas trop de vent. C'est des fois, tu as des vents contraires, donc qu'il y ait pas trop de vent dans le mauvais sens et là, le vent est allé plutôt dans le bon sens. Voilà. Mmh mh. Oui, là, d'après ce que tu nous expliques, je pense que pour 2023, en tout cas, il y a cette solution et on espère qu'elle sera, viable et que vous allez, vous en sortir. Et du coup, ma question pour cette suite, c'est, avec qui tu travailles désormais? Puisque tu as dû revoir toutes tes équipes. Comment est-ce que, du coup, tu fais pour, quand même continuer ces projets et être quand même, accompagné, par, tes experts et pouvoir, continuer à les rémunérer, voilà? Alors, d'abord, on travaille, enfin les sujets sont proposés dans Cool, qui est une plateforme, communautaire, qui est accessible à tous les podcasteurs, à tous ceux qui sont passionnés, mais aussi aux auditeurs qui peuvent y participer et ceux qui sont podcasteurs et qui veulent en plus passer le pas et devenir, rédacteurs peuvent proposer des sujets. Donc on a 50, enfin dans le groupe des cerveaux, on est plus de 70 maintenant, et pour chaque numéro, il y a donc des idées qui sont proposées, comme tu l'as fait, comme d'autres l'ont fait et le font. Et chaque rédacteur est rémunéré, et ça j'y tiens parce que, il y en a qui me disaient: «Mais, tu pas besoin de rémunérer les rédacteurs, c'est des podcasteurs, c'est des passionnés». J'ai dit: «Non, non, moi je veux rémunérer, au feuillet comme ça se fait dans la presse». Donc je tenais vraiment à faire ça. Donc ça, on continue à faire ça puisque c'est quand même le nerf de la guerre, le contenu. Et si on n'a pas de contenu, on peut pas sortir de magazine et je peux pas, moi, sortir 196 pages, sur un magazine. Et puis ça, en plus, l'objectif est de faire en sorte que le magazine soit un magazine qui soit fait par et pour les podcasteurs et pas forcément un magazine qui soit fait, par un éditeur, qui, balance sa soupe, à tout le monde et qui demande pas l'avis, aux uns et aux autres. Donc moi, en fait, c'est vraiment un magazine qui est assez original dans cette approche parce qu'il y a une vraie liberté, de ton, et de rédaction pour les rédacteurs qui participent. On essaie de faire des choses totalement originales qui sont décalées par rapport à ce qui existe dans d'autres magazines. Ceux qui veulent écrire à la première personne peuvent le faire, ceux qui veulent faire des billets peuvent le faire, ceux qui veulent écrire en inclusif écrivent en inclusif. Il y a des articles qui sont pas en inclusif parce que voilà, donc on a vraiment cette liberté-là, avec quand même un design. Donc le seul aujourd'hui, l'équipe que j'ai un bras droit, enfin qui est une bras droit, qui s'appelle Sabrina, qui gère, elle, toute la partie, administration et qui est vraiment voilà, le bras droit et le bras gauche des fois même, je tends à dire, qui est salariée et qui est la seule salariée de la boîte. J'ai un associé, donc Frédéric, mais qui lui s'occupe de la lettre pro de la radio, et qui n'a pas le temps de pouvoir, s'occuper de Podcast Magazine. En plus, le podcast, c'est pas quelque chose qui le voilà, il participe au Room Clubhouse, il fait des billets, mais c'est pas son truc, le podcast, c'est plus la radio. Donc il participe pas vraiment à Podcast Magazine, si ce n'est que voilà, il a écrit un papier, pour le mag. Et derrière j'avais une rédactrice qui bossait avec moi sur le pod. J'avais, quelqu'un qui s'occupait de Vincent qui s'occupait, donc Cécile, Vincent qui s'occupait du marketing et de la stratégie. J'avais, Étienne qui nous aidait aussi sur la coordination. J'avais surtout une commerciale, qui s'occupait de toute la partie commerciale et qui est tombée enceinte. Donc tout est tombé au même moment. Donc ce qui fait que, ça a été vraiment très compliqué et je me suis séparé de tout le monde, parce que j'avais pas le choix et que, je ne pouvais pas arriver à continuer, de la sorte. Et donc je me retrouve, en fait, à tout faire tout seul, à gérer tout, et sauf bien sûr, la partie, design, la partie graphique où là, c'est Lucas qui est le graphiste qui s'occupe de ça. Et ensuite j'ai 2 apprentis,
Clara et Geoffrey qui rédigent maintenant des brèves pour Podcast Magazine et qui continuent à écrire des articles aussi pour Podcast Magazine. Mais après bon, on sait très bien quand on est entrepreneur, hein, les apprentis, c'est pris en charge par l'État. Il y a des aides. Donc pour moi, enfin, ils font un travail, génial et c'est génial de les avoir, mais je peux pas dire que voilà, que ça fait partie de l'équipe, qui va rester, puisque de toute façon après les apprentis, je sais que je n'aurais pas la capacité financière à pouvoir les garder et 99 des gens qui prennent des apprentis, savent qu'ils pourront pas les garder après parce que heu, sa salarier quelqu'un dans une entreprise, c'est très, très, très coûteux. Là, on a changé de convention collective, donc ça veut dire que maintenant, les salariés voilà, passent au 13e mois. Bon, c'est très bien, je suis et ils le méritent et il y a pas de problème. Moi, je passerai jamais au 13e mois, ça c'est sûr. Mais encore une fois, hein, c'est ça l'entrepreneuriat, tu prends des risques, tu es ton propre patron. Si tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes, ce qui fait que tu bosses au final, sans arrêt. Donc j'ai repris tout, les rênes en main et puis après c'est difficile parce que tu sais, il y a plein de gens qui me disent: «Ouais, si tu as besoin d'un coup de main, tu me dis». C'est comme ma femme, quand je lui dis: «Tu as besoin d'un coup de main», elle me dit: «Non, si me demande pas, soit tu m'aides, soit tu soit tu m'aides pas, mais tu me demandes pas». Donc c'est un peu ça, si tu veux, tu te retrouves vraiment de toute façon tout seul, au final. Il y a très peu de gens et je comprends parce qu'en même temps, moi, je sais ce que c'est le temps, je sais ce que c'est, que d'avoir, des activités et je ne vais pas aller demander à des gens de m'aider sans pouvoir les rémunérer, ou sans pouvoir au moins leur rendre l'appareil. Donc voilà, donc ça veut dire nuit, week-end, ça veut dire, en plus j'ai une capacité à travailler très vite et à être assez efficace parce que j'utilise des outils qui me font gagner énormément de temps. Mais voilà, une fois que tu as retrouvé la motivation après, voilà, tu dis: C'est bon, je sais que je suis capable de pas soulever des montagnes parce que je j'y arriverai pas, mais à faire en sorte que tout rentre dans le timing qui est prévu et en essayant de respecter les engagements que tu as pris. Parce qu'on a dit qu'on sortit un magazine numéro 2 pour janvier. Ben, voilà, janvier, on y est, le 15, c'est, la semaine prochaine. On a bien avancé, hein, on a 80 de la maquette qui est faite, mais il reste quand même 20 à finaliser d'ici la semaine prochaine et donc voilà, c'est sans arrêt de la gestion d'urgence, mais c'est ça aussi le fun dans l'histoire, hein. Moi, si tu me mets, dans une boîte qui pour faire toujours la même chose, je pèterai un câble, hein. Je suis pas un bon petit soldat, comme beaucoup le sont et j'ai jamais été un bon petit soldat à l'école non plus. J'aime bien comment tu expliques tout ça, cette gestion d'urgence et cetera, mais c'est aussi ça le fun. Enfin, moi aussi, je te rejoins là-dessus. Je pense que ça me correspondait plus du tout d'être salarié. Et effectivement, on a besoin d'être challengé. Enfin, vu le nombre de projets que tu as lancés, d'entreprises que tu as créées et cetera, au bout d'un moment, en fait, tu te vois plus te dire: «Bon, bah, OK, je ferme ma boîte et je retrouve un CDI» et voilà. Non, tu te bats pour ton projet et au final, ben, enfin, voilà, ça deviendra ce que ça peut devenir et avec, toutes, tes tripes et tout ce que tu auras mis dedans. Bah, merci Ouais. beaucoup, C'est dangereux en tu tout cas et c'est dangereux parce que le problème c'est quand tu as plein d'idées, le problème c'est que tu vois là, j'ai une autre idée là qui gère, mais il y a un moment où il faut se raisonner et quand tu es un peu down comme ça, autant tu vois si j'étais pas down, je serais, bah, encore parti sur d'autres trucs. Faut quand même à un moment, et ça je l'ai appris dans ce down, il y a un moment où il faut aussi considérer les gens autour de toi plus que tu ne le fais parce que tu es un entrepreneur et que tu prends des décisions et que tu avances et que tu as des visions, que tu as des challenges et en fait, tu oublies un peu les gens qui sont autour de toi, tu oublies de les intégrer, tu oublies de penser à eux, d'essayer de prendre du temps avec eux et ça, c'est peut-être ce que je garderai en fait de cette période, compliquée. C'est le fait quelque part, ça m'a permis aussi d'ouvrir les yeux, et de voir qu'il y avait des gens autour de moi qui, voilà, pour qui je comptais, et que j'avais un peu oublié, mis de côté ou pas pris en compte
pas valorisé, comme il fallait, et donc voilà, je pense que c'est ça que aussi qu'il faut que je fasse évoluer dans ma manière de gérer, mon entreprise. C'est à dire que je suis seul, mais il faut peut-être que je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être envie aussi, d'avancer avec moi et donc d'y faire attention. Mais tu sais, quand tu as ta boîte, tu te dis: «Mais qui a vraiment envie de bosser avec moi?» Tu vois, me tu lances des trucs et les gens te suivent, mais tu te dis: «J'ai pas envie d'embêter les gens, ils ont peut-être pas envie, de faire ça avec moi», et donc tu fais ça tout seul, et moi, j'ai un problème aussi, c'est que je sais tout faire. Tu me dis si demain Lucas arrête la maquette, je la fais. Donc c'est un de mes problèmes, c'est que je suis capable de tout faire de A à Z dans tout ce que je réalise. Et je faisais ça parce que j'avais peur, en fait, que si un jour quelqu'un me lâche, je sois bloqué. Et en fait, c'est très, très dangereux parce que, en plus, si les gens le font mal, tu te dis: «Non, allez, c'est bon, je vais le faire», et tu t'en sors plus, quoi. Et burn-out et voilà. Donc Exactement. ouais, il faut faire, super attention à ça. Je vais passer aux petites questions de la fin du coup. Même si tu en as Ouais. déjà donné plein, plein des conseils, est-ce que tu pourrais reprendre pour, on s'adresse à une cible en fait qui est entrepreneur, ou potentiellement qui aimerait devenir entreprendre, mais qui rencontre des peurs, des freins. Est-ce que tu aurais 3 conseils, ou plus ou moins comme tu veux, que tu aurais aimé avoir quand tu t'es lancé et notamment dans ce monde de la radio. Donc là, on va faire le lien entre podcast, radio et entrepreneuriat. 3 conseils pour, ces personnes-là qui nous écoutent. Il y a une chose, oui, je pense qu'il faut, quand on se lance dans une entreprise, il faut comprendre, et moi ça je l'avais pas du tout compris, et je suis pas sûr d'avoir encore compris forcément, hem, même si, en fait, je le fais intuitivement, et c'est très, très dangereux, et la preuve c'est que, bon, ça a marché pendant 20 ans, donc tu te dis, finalement, il y a pas besoin, et en fait si. C'est de comprendre, ce qu'est un fonds de roulement dans une entreprise. Mmh mh. Si tu te lances et que tu sais pas ce que c'est un fonds de roulement, tu c'est compliqué. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre, et donc il faut, savoir de combien tu as besoin. Le fonds de roulement, c'est ça, ça veut dire, en fait, savoir combien tu as besoin tous les mois, pour arriver à faire en sorte que ta boîte tourne, et être sûr que l'argent, va rentrer, et si tu l'as pas, te lance pas, hein, c'est clair. Après tu peux créer bien sûr, ce fonds de roulement, mais je pense que faut comprendre le système du fonds de roulement, faut comprendre le système de la trésorerie. Et je pense que ça vaut le coup de passer du temps avec un comptable qui est pas forcément le meilleur pour expliquer, parce qu'il va t'expliquer un bilan, et tu comprendras rien, et ça te parlera pas, et moi toujours, hein, le bilan ça me parle pas, et je comprends pas toujours, et je prends pas le temps, mais je pense que ça vaut le coup de passer du temps avec quelqu'un qui peut arriver à vulgariser et à expliquer ce qu'est un fonds de roulement, ce qu'est une boîte, comment ça fonctionne, et quelles sont les problématiques qu'il va y avoir avec les frais fixes, et à partir de là, donc ça c'est le premier conseil. Mmh mh. Heu, le 2e conseil, que j'aurais, c'est de pas écouter tout le monde, de Mmh. vraiment suivre ce qu'on a au fond de soi, mais en même temps, de s'inspirer, des gens qui sont autour de toi, donc de faire peut-être attention aux gens qui sont autour de toi. Moi, je suis pas un gestionnaire. En fait, je laisse les gens travailler s'ils sont autonomes, et qu'ils ont un esprit d'initiative, ça fonctionne. S'ils l'ont pas, ça clash. Donc je suis pas un bon patron, on va dire. Donc en fait, c'est de savoir où on est, savoir qui on est, quand on lance son entreprise. Est-ce qu'on est un patron, et donc on va donner des ordres? Est-ce qu'on est quelqu'un où on va plutôt travailler ensemble, et on est capable de partager, et d'être au même niveau que les gens avec qui tu vas bosser? Donc essayer de savoir quel genre de et le problème, c'est que c'est difficile parce que quand tu as jamais lancé ton entreprise et jamais, travaillé avec des gens, bon, mais en fait, quand même, tu le vois quand même, hein, dans la vie, de tous les jours, quelle personne tu es, et ce que tu as tendance
à être plutôt directif ou est-ce que tu as tendance à plutôt partager, par exemple dans une soirée, est-ce que tu parles de toi ou est-ce que, bon ça c'est plus dur à à se rendre compte, mais, est-ce que tu t'intéresses aux autres? Est-ce que, voilà, est-ce que tu les intègres quand, je sais pas, tu vas quelque part? Est-ce que tu vas les inviter? Est-ce que et donc, ça te donne des indications sur quel genre de patron tu vas être. Et puis un troisième conseil, pour ceux qui se lancent dans l'entreprise, bah, en fait, c'est un peu comme c'est un peu comme dans le podcast, si tu veux. C'est si tu as pas, la passion, pas forcément du sujet, mais si toi, tu n'es pas quelqu'un de passionné, je pense que tu n'arriveras pas à passionner. Mmh mh. Et pour arriver à convaincre les gens de te suivre, il faut que tu sois passionné, sinon, c'est très difficile, sinon c'est de l'esbrouffe et ça pète un jour ou l'autre très vite, l'esbrouffe. Même si, je suppose qu'il y en a qui ont vu cette vidéo de start-up là, Carotte 4.0. Je vous invite à aller sur YouTube et à chercher Carotte 4.0. Ces startups qui arrivent à faire des levées de fonds et à se payer, des salaires colossaux et à revendre 2 ans après ou à se casser la gueule et à s'en foutre parce qu'ils ont eu leur salaire pendant 2 ans. Moi ça voilà, je trouve pas que c'est de l'entrepreneuriat. Mmh. J'aime beaucoup, ce que tu expliques, ben, déjà sur, savoir qui on est parce que c'est exactement, ça la genèse finalement du podcast, d'apprendre, d'abord à se connaître avant de, voilà, d'essayer d'apprendre des choses aux autres et cetera et donc en entrepreneuriat, c'est exactement ça. Sans savoir, finalement qui on est vraiment, on ne sait pas, bah, quel type d'entrepreneur on sera, on ne sait pas si c'est fait pour nous, et cetera. Mais aussi cette notion de, bah, en fait, si tu en as envie et que tu ne sais pas vraiment encore qui tu es, ben, tu peux aussi essayer et voir si ça fonctionne pour toi. Alors, tu l'as dit aussi, hein, c'est difficile après de fermer si on a envie d'arrêter, mais rien n'oblige, notamment quand on Très est compliqué. auto-entrepreneur, quand tu es auto-entrepreneur, tu peux très bien continuer, mensuellement ou trimestriellement voilà, à déclarer zéro sur ton chiffre d'affaires, ça c'est moins contraignant. Par contre, si tu as créé une entreprise, là, par contre, oui, ce sera un petit peu plus contraignant. Ben, c'est super. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Je pense que oui, la passion fait vivre aussi, cette motivation au quotidien. J'ai une dernière question pour toi, du coup. Est-ce que tu aurais, un petit message à nous faire passer? Alors, je parle parfois de dédicace, mais enfin, voilà, ce que tu veux, une citation qui t'inspire ou, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager pour terminer cet épisode? Non, je pense que dans la vie, ce qui est, assez magique, ce sont les rencontres. C'est, de se voir. Bon là, on est en visio, alors, les auditeurs le voient pas, mais on est en visio mais quelque part, peut-être si on avait coupé la caméra, ça aurait été encore mieux parce qu'on aurait, cet imaginaire et cette vibration de la voix qui est assez magique et qui fait que on échange les uns les autres. Et au final, qu'est-ce qui compte, dans la vie? C'est l'estime qu'on a, les uns envers les autres. Et donc la citation qui est un peu, qui me ressemble d'abord et que et que j'aime à écrire souvent d'ailleurs peut-être que vous le verrez sur des profils ou sur des choses comme ça. C'est, une citation, de Molière qui dit, «Sur quelques préférences, une estime se fonde et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde». Mmh. Parfait. Je crois que c'est le mot de la fin et le mot parfait pour, pour, résumer cet épisode. Bah, merci beaucoup pour ton temps, Philippe. Merci pour tous tes partages et tes conseils. Et puis, je te dis à très, très vite, dans le podcast ou même, sur, justement, les cerveaux, et cetera. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.